Kwai, salut. Bienvenue à Juste pour vivre, les voix du Nitassinan. Mon nom, c'est Michael Paul, mais on est vraiment un territoire ancestral autochtone occupé depuis des millénaires par plusieurs nations. C'est un lieu de rencontre important. Ici, il y avait des présences Atikamekw, Innu, Cri. Puis à Tadoussac, ben, c'est un lieu de rencontre. Le fleuve, c'est une autoroute, Saguenay. Fait que autant les Abénakis que différentes nations Wendat se rassemblaient. Mais ici, spécifiquement, c'est vraiment un territoire occupé par les Inuits, en alliance avec les Atikamekw puis les Cris, parce qu'il y a des affiliations par mariage dans la communauté qui est actuellement sédentarisée. Anciennement, ben, c'était tout du nomadisme. Fait que c'est tous des sites d'occupation qu'il y a eu des rencontres, des échanges, des mariages sur le territoire. Il y a des présences de ces artefacts-là un peu partout. Autour du lac Belle-Rivière, ici, ben, il y a des artefacts. Il y a une quinzaine de sites archéologiques qui ont été retrouvés. C'est la tête de la Belle-Rivière, Milouchipi, Shakagan. Ça se jette dans le Pikwagami, dans le fond, dans le lac Saint-Jean. Ouais. Quel sens ça fait pour toi d'être ici, d'avoir bâti ton camp sur le territoire? Ben, moi, quand j'étais jeune, c'était plus, on se tentait, puis on voyageait un peu partout. Mais moi, pour moi, c'est un processus de réappropriation culturelle de mon identité, puis de vraiment faire une connexion, faire un avec un territoire qui a été colonisé, qui a été, en quelque sorte, on a été expulsés parce qu'ils ont créé une réserve faunique. Ils interdisaient les Inuits d'y aller. Si on y allait chasser là, ben on nous jetait en prison. Depuis 82, depuis que Delgamuc, l'article constitutionnel 35 a été reconnu, on a recommencé à réoccuper ces territoires-là, progressivement. Mais il y a tout le temps eu des occupations, en cachette, si on peut dire, dans le bois. Puis, comme moi, j'ai toujours chassé ici depuis que je suis jeune. Il n'y avait même pas de pige au sort encore. Il n'y avait pas de campement qui était géré par le conseil que je venais chasser ici. Puis, j'ai des récits que mes grands-parents aussi passaient ici sur la rivière Métabetchouan, parce que du côté de la famille Louis Cléré, tous ses frères, ses sœurs chassaient sur toutes ces rivières-là, la rivière Ouiachiouane, Métabetchouan, puis ça a été comme une étude, là, comme je disais, de Frank G. Speck, c'est un anthropologue américain, il est venu rester à Machetewiyats, puis il restait dans la maison du chef, fait qu'il a tout interviewé les familles. Fait que la famille Cléré faisait partie de ces familles-là, puis justement, il parlait qu'il chassait sur ces rivières-là, tu sais. Fait que pour moi, ben, ça a été comme une révélation, tu sais, de lire, de la lecture, de revisiter cette lecture-là, me réapproprier mon histoire, une partie de mon histoire qui a été effacée, qui a été oubliée. Fait que pour moi, ben, c'est ça, c'est une réoccupation, c'est un retour aux sources. Un retour aux sources, puis, tu sais, quand je vais dans le bois, je salue l'eau, parce que mes ancêtres ont passé, je salue les grands-mères, je salue les grands-pères avant d'aller à la chasse aussi. Je demande leur aide, la bénédiction. Puis, pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment une connexion, puis ouais. Quel sentiment ça te fait vivre, cette connexion-là? Ah, ça me fait sentir, écoute, je me sens vivant, je me sens libéré, tu sais. Quand j'arrive ici, là, je me sens calme, serein. L'anxiété abaisse, je dors mieux, j'ai plus d'énergie aussi. C'est vraiment un sentiment de fierté aussi. Puis, tu sais, écoute, c'est quelque chose qui est inexplicable. Mais émotionnellement, c'est vraiment fort. Quelque chose qui est fort, là, intérieurement. Là. Parce que ça fait partie de mon être, de mon sens, de notre identité. C'est comme si quelque chose m'aurait toujours manqué. Tu sais. Puis en arrivant à cette, mais tu sais, j'ai dit, hey, tu sais,
je suis comblé. Tu sais, je me sens, tu sais, moi-même, je me sens, je manque de rien. Tu sais. Quand j'étais en ville ou coupé de ça, tu sais, de ces savoirs-là ou de ces connexions-là, je le savais que j'avais un manque, je le sentais, puis j'étais blessé, tu sais, mais là, je me sens tellement vivant, puis ouais, Est-ce qu'on peut parler d'une forme de guérison qui est en train de s'opérer en toi? carrément, carrément, ça favorise ça, la guérison, là, vraiment. Une évolution, une guérison, réappropriation culturelle, une décolonisation, là, tout ça a passé par tous ces processus-là. Là. Qu'est-ce qui t'a aidé ou qui t'a aidé pour faire ce cheminement-là? Je te dirais que c'est beaucoup de la lecture que j'ai faite, puis des photos que j'ai vues de l'époque de mes ancêtres. Exemple, l'arbre là, que j'ai dehors de vie sacrée pour qu'il honore l'esprit des animaux qui ont fait leur vie. Ben, j'ai vu mes ancêtres faire ça dans des photos. Puis j'ai posé des questions aux aînés, c'était quoi, tu sais. Fait que, tu sais, mes parents pratiquaient plus ça. Fait que là, moi, j'ai dit, ah, ouais, OK. Fait que là, j'ai recommencé, j'ai fait des cérémonies, brûler la sauge, jouer du Tewagon avant d'aller chasser, puis tout ça, faire des prières. Puis là, ben, j'ai commencé à faire ces rituels-là ici, en même temps. Fait que c'est vraiment en lisant, tu sais, le livre là, de Frank G. Speck, comme je disais, puis en allant questionner les aînés aussi. Mais il y a eu beaucoup d'oubli parce que l'Église interdisait ces pratiques-là. Tu sais, autant les Kushapachigan, tente tremblante, que tout ce qui est relié au rite, là, rituel avec les animaux, le contact, l'esprit des animaux, ils considéraient ça comme satanique, diabolique, fait que c'était comme interdit. Puis il y a comme eu beaucoup de coupures, fait que c'était pas évident. Fait qu'il a fallu que j'aille chercher des informations dans d'autres communautés. Comme, mettons, j'ai un ami qui vient des Guanjet, là. Puis, tu sais, je lisais le livre, mettons, de Frank G. Speck. Là, j'avais des mots. Mashkwapeo, Tokwapeo, Papapsok, le maître des caribous, l'homme caribou. Là, j'ai demandé, c'est-tu des termes que vous utilisez? Je comprends tout ça, ce mot-là. Il dit oui. Tu sais, j'ai juste posé la question, c'est quoi ça veut dire? Là, il me répond la même signification que dans le livre. Tu sais, fait que j'ai comme vérifié les sources, tu sais. Le langage, puis c'est une langue qui s'est perdue. C'est des mots qui se sont perdus à Mashteuiat. C'est comme ça que je me l'ai réapproprié, dans le fond. Puis j'ai recommencé à pratiquer ça, puis ça s'est imprégné en moi, puis je me suis rendu compte que le territoire était rempli de toponymie de ça, tu sais. Parce que si on va à Saint-Félicien, la rivière, t'as la rivière, mettons, à Chouap-Mouchouane, t'as la rivière Tiquapé. Fait que ça parle de Tokwapeo, la rivière de l'homme caribou, dans le fond, là. Fait que ça parle directement d'une Atloken, une légende, justement, qui est c'est une relation sacrée avec la chasse, le caribou, le rêve, le Tewagan. Puis c'est en fait au maître des caribous qu'on demande l'aide pour trouver le caribou, pour chasser, pour survivre, tu sais. C'est à lui qu'on s'adresse avec le Tewagan traditionnellement, par l'entremise de Mestanapeo, qui est lui qui est l'interprète du monde des rêves, tu sais, le grand homme qu'on appelle. Là. Je t'entends parler du langage puis du territoire. Quel lien tu fais ou quel rôle joue le langage dans justement tout le côté identitaire, territorial? C'est quoi cette relation-là? Qu'est-ce que le langage peut apporter dans cette relation-là? Moi, ça m'a vraiment apporté une conscientisation de ma réalité, de ma culture inou, une reconnexion de mon identité, puis une décolonisation. Parce que vu que j'ai été coupé de la langue, ben, ça m'a donné vraiment une nouvelle conscientisation, une ouverture d'esprit. Puis ça m'a fait rendre compte, c'est totalement différent. Pourquoi que je vivais pas bien? Pourquoi que j'étais mal? Dans... Puis là, je me suis rendu compte, là, je comprends. Je rame à contre-courant. C'était ça, là. Puis là, j'ai compris après ça, de plus en plus que je découvrais les mots, que je les apprenais de plus en plus, que ça m'imprégnait intérieurement, puis ça venait me chercher. Puis ça me dit, OK, là, je m'en vais dans le bon courant. Je m'en vais, je vais contourner les obstacles. Je devenais plus outillé, puis plus sensibilisé, plus imprégné de la culture. Puis, là, je me rendais compte que ça faisait partie de moi, mais ça sommeillait, parce que
s'était endormi à cause justement des politiques d'assimilation, de colonisation. Là. Comme si le langage portait une partie de l'histoire. Tu sais, tu dis Ouais. que le nom d'une rivière, ça va être relié à une histoire, un mythe. Tu sais. Ouais, C'est comme ça vraiment. transmettait en même temps l'histoire. Là. Ah oui, c'est sûr que la langue est vraiment importante. Tu sais, autant la toponymie que vraiment, vraiment, là, pour la transmission, puis notre identité, parce que c'est notre manière de penser. C'est notre manière, notre idéologie, tu sais, vient de la langue. C'est ce qui définit notre relation aussi avec le territoire. Fait en ayant des mots animés, tu sais, c'est un concept que j'avais pas inanimé, tu sais. Fait que ça m'a fait prendre conscience à quel point on est en relation avec tout ce qui est vivant. Puis qu'on n'est pas au-dessus, contrairement à ce que l'occidentalisation nous inculque dans les établissements scolaires, c'est qu'on maître de la nature, exploitation des ressources, c'est que l'homme est au-dessus de tout, tu sais. Alors que dans la langue Innu, ben, ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'on a un équilibre sacré, puis qu'on doit respecter tout ce qui est vivant, même le plus petit musaraigne du Labrador, qui a joué un rôle dans le mythe là, de Tsekapeuch, l'enfant de la Lune. C'est lui qui a ramené le soleil, tu sais. Le plus petit animal, c'est pour justement expliquer que, gars, même le plus petit animal a un rôle autant important qu'un grand animal. Puis on se doit de tout respecter. Tu sais, c'est pour enseigner le respect pour les jeunes. Puis, On parle de... On se doit, mais en même temps, ça doit amener un bien-être qui vient avec ça. Il n'y a pas juste un sentiment, j'imagine, d'obligation qui vient avec ça, mais une forme de... justement, de sentiment d'épanouissement, non? Ah oui, c'est clairement, vraiment une libération, là, un épanouissement. Non seulement un épanouissement, mais quand je suis arrivé dans cet état-là, puis là, j'étais en processus d'apprentissage de la langue, tu sais, puis tout ça. Puis le fait que je l'ai réappris en chantant, en allant voir des aînés, puis tout ça. Chaque chanson, chaque mot, on dirait que ça me rapproche. Je me sens plus proche, connecté. Puis, tu sais, ça me guérit, ça vraiment, là... écoute, je me sens libéré totalement, là. Tu sais, à un moment donné, c'est comme je me couche, mettons, sur une mousse, puis, tu sais, je dors, là, tu sais, je suis en paix. Tu sais, ça me donne la paix, là, tu sais, la liberté de vraiment prendre conscience que mon identité, ben c'est ça, c'est le nomadisme, les grands espaces, la liberté. Puis de m'assurer que l'équilibre demeure, puis le respect avec tout ce qui est vivant. Puis de faire un avec ça. Ouais. As-tu l'impression que quand je t'imagine coucher, là, Ouais. puis on parle de terre-mère, Ouais. tu sais, as-tu l'impression que le plaisir et le bien-être que tu vis est partagé par ce vivant-là qui fait comme « Hey Mike, bienvenue, man. » Oui. De retour. On est tellement content de te retrouver. Tout est vivant. Moi, à un moment donné, j'avais tellement d'intimidation dans la réserve, mettons. Là. J'ai vécu beaucoup d'intimidation à l'école, parce que je ressemble pas à un autochtone. Puis c'est des réalités dans les communautés. Il y en a qui sont comme moi, Pessamit ou Mario, les yeux bleus, les cheveux blonds, mais qui parlent l'innu, parce qu'il y a beaucoup de métissage, ça arrive. T'sais. Il y en a qui ont du métissage avec des Québécois, d'autres avec des Africains. Donc, il y a une diversité génétique dans les communautés maintenant, aujourd'hui. On n'est plus à Hollywood. Mais malheureusement, ben, tu sais, les pensionnats, puis le fait de nous mettre en réserve, ça a favorisé les divisions, puis ben, moi, ça a créé beaucoup, vu que je ressemblais pas à un autochtone, on était juste 4 dans l'école. Avoir la peau, si on peut ressembler à des Européens, si on peut dire. Fait que j'avais beaucoup d'intimidation. Fait que le seul moment de paix que j'avais, c'est quand j'allais dans le bois. Fait que tu penses-tu que j'avais hâte d'aller dans le bois, là, après avoir passé la semaine à me faire écœurer à l'école, là? Pour moi, c'était mon terrain de jeu puis mon havre de paix, là. Fait que c'est comme ça que vraiment, ça m'a aidé, là. Fait qu'à un moment donné, je me suis mis à marcher dans la nature puis j'ai demandé de l'aide de Chimanto, tu sais, le créateur. Puis j'avais beaucoup de douleur, puis j'ai juste rendu compte que quand j'ai pris ma marche, j'ai demandé une prière, si je peux avoir une belle pêche aujourd'hui, puis une belle journée. Ben, tu sais, le soleil s'est dégagé. Puis tout le long de ma marche dans les sentiers, là, que j'appelle les sentiers de mon enfance, j'ai fait une chanson sur ça.
Je voyais l'énergie qui était dégagée par les plantes. Je faisais attention à ce que je marchais tranquillement. Je voyais toute l'abondance, les fruits qui étaient là, les noix, les framboises, les bleuets, les animaux qui venaient proches, tu sais, les oiseaux, je chantais qui me communiquaient, tu sais, qui étaient là avec moi. Puis arrivé à Rivière, ben, je sentais l'énergie, je voyais comme un aura, là, tu sais, puis autour des pierres. Et le premier lancer que j'ai lancé, j'ai pogné une Wananiche. Fait que c'est comme, hey, j'ai eu réponse à ma prière, là, tu sais, je veux dire. Fait que c'est vraiment ça qui m'a aidé, là, je te dirais, là, beaucoup. Là. Fait que depuis ce jour-là, là, tu sais, je me dis, ah, c'est une relation sacrée avec tout ce qui est vivant. Autant les plantes, les pierres, la rivière, tout est vivant. Tout est vivant, fait que oui, je crois qu'ils le sentent. Puis moi, cette fois-là, ils me l'ont fait sentir. Puis je pense que aussi, même l'esprit des ancêtres sont en tout lieu aussi avec ces énergies-là, avec le Créateur, tu sais, qui est... Puis quand on demande de l'aide, ben, ils peuvent nous aider aussi. Là. Les bonnes bénédictions. Là. Comment, là, tu nous parles, là, je pense que tu nous parlais de ton expérience, tu es rempli de signes, d'accueil, Ouais. mais est-ce que ces signes-là, pour toi, c'est comme un langage qui est propre au vivant? Oui. Oui, c'est un langage je pense que oui. Parce que les plantes, oui, tout ce qui est, moi, pour moi, là, oui, c'est un langage qui est présent et qui est vivant. Là. Et comment on se dispose à être en relation puis à l'écoute de ces signes-là? Ben, c'est vraiment de s'ouvrir spirituellement, physiquement, de ne pas avoir de barrière, tu sais, de s'abandonner à ça. Puis d'avoir vraiment un esprit de respect, tu sais, de ne pas être au-dessus, de pas écraser si on veut. Ah, il y a une plante. Ah, ok, j'ai un sentier là d'orignal. Ben, je vais entretenir ce sentier-là, tu sais. Puis drôlement, mon sentier, tu sais, j'ai pas beaucoup à le couper, tu sais, parce que les plantes, ils poussent pas, tu sais. Je passe là, fait que ils poussent au côté, tu sais, mais tu sais, j'ai ma petite place pour passer, tu sais. Fait que j'essaie de pas trop. C'est pour ça que je veux pas avoir de chemin, tu sais, pour tout déblayer pour venir ici. Là. J'aime mieux marcher, tu sais. Fait que ça a l'air peut-être niaiseux, mais tu sais, c'est des trucs comme ça là, qui font en sorte que. Moi, je pense que c'est la personne qu'il faut qu'il s'ouvre à ça, puis que c'est pas tout le monde qui ont la même sensibilité ou la même ouverture. Là, tu sais. Les gens vont. Il y en a qui vont dire ah, t'es fou, les plantes te parlent ou les pierres. Mais tu sais, dans la langue Innu, c'est des mots animés, c'est des choses qui sont vivantes, autant que le tambour. Ça fait partie de notre langue. Fait que c'est fondamental. Là. Et est-ce que tu as l'impression que ton territoire a son propre langage? Vraiment. C'est le territoire a son langage auquel j'appartiens, auquel j'en suis le gardien, que j'occupe. C'est pas ma possession. Puis ça va être pour les prochaines générations que je fais ça. Mais oui, le territoire a son langage. Puis il faut être à l'écoute. Tu sais, juste les oiseaux, les huards qu'on entendait crier hier, le vent qui souffle, les arbres qui craquent. Quand ils vendent fort, il faut être à l'écoute du territoire parce qu'il y a un arbre qui peut tomber. Il faut être aux aguets. Les oiseaux migrateurs nous annoncent l'arrivée des premières neiges, l'arrivée du beau temps quand ils arrivent. Il y a des insectes. Il y a différentes réactions que le territoire parle, les animaux. T'sais. Puis il faut être à l'écoute, puis il faut l'observer. Mais oui, il y a énormément. Le territoire s'exprime énormément. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de sentir que tu connectais avec le territoire, le vivant, avec la musique, dans la nature, où est-ce qu'il y avait comme une forme de relation intime qui s'opérait? Oui. Moi, je compose souvent comme ça dans la nature. Puis à un moment donné, je suis parti à marcher sur la rivière Manoine, mettons, Péribonka. Puis j'ai traversé à pied avec ma guitare, je me suis mis sur une île, je me suis assis carrément dans le sable. Puis là, j'entendais le ressacle de l'eau. Fait que c'est ça qui a créé mon rythme. J'ai suivi ce rythme-là. Puis là, j'ai décrit tout ce que j'ai vu. J'ai vu un aigle voler au-dessus. Fait que dans ma chanson, ça parle de ça. Toute la beauté du lieu,
les oiseaux qui chantent, puis l'aigle qui vole au-dessus de la rivière. Fait que oui, ça... Je suis à l'écoute de ça, puis tu sais, je compose beaucoup en lien avec ça, là, avec le... As-tu l'impression même que quand tu joues en nature comme ça, que c'est une contribution même? Ça doit Oui. être beau même, j'imagine, les oiseaux. Là. C'est quand même cool d'entendre du Mike Poe. Ben, c'est surtout qu'en plus, je me rends compte que quand je chante, mettons, des fois, je fredonne, mais j'entends les oiseaux chanter aussi. Tu sais, là, ils réagissent parce que, tu sais, c'est musical, tout est... Tu sais, les communications dans la nature, c'est tout du bruit. Fait que je me suis rendu compte que même en allant sur le lac qui était gelé, qui gelait le 21 décembre, le jour du solstice, j'entendais la glace qui bougeait puis qui faisait un bruit. Mais j'ai trouvé la note. Non. Oui, oui, j'ai fait la note puis j'ai fait un chant avec ça. Ça s'appelle Mishkumi Shakigun. Fait que oui, il y a une vibration qui est là. Il y a une note qu'on dit, la note là, qui fait référence à la terre-mère, la vibration de la terre-mère. Oui, on l'entend, puis on l'entend dans le chant des oiseaux, dans l'eau qui se manifeste quand elle gèle. C'est vraiment là. C'est vraiment... oui, je l'entends, puis je suis à l'écoute de ça, puis ça m'inspire musicalement, puis tu sais, je prends pas le dessus, mais je fais un avec ça. Puis j'essaie de sensibiliser, à connecter, puis à respecter ça, puis à en prendre soin. Quand on est arrivé hier, tu nous as joué du... comment tu l'appelles, le Quig? Ouais, ça c'est le tambour à main, ouais, hier, ouais, que j'ai joué, ouais. Le tambour à main. Est-ce que tu as l'impression que le tambour à main t'aide à rentrer en contact avec le vivant? Oui, vraiment. Écoute, parce que c'est sacré, c'est vivant, tu sais, c'est une peau d'orignal. Fait que qui a été chassé, puis qui a été respecté, il y a eu un rituel. Fait que oui, je sens vraiment une connexion, là. Mais spécifiquement, hier, tu sais, c'était un chant au tambour à main. L'esprit du caribou, je sentais vraiment que je chantais pour l'esprit du caribou, pour le remercier. Puis depuis les temps immémoriaux, les ancêtres font ça, tu sais. Mais il y a encore plus grande connexion avec le Tawaigan. C'est comme j'expliquais, un instrument de survie, un outil Innu, qui fait partie du pilier de notre culture. C'est un pilier. Avant d'aller chasser le caribou, on jouait le Tawaigan pour demander faveur au maître des caribous. C'est vraiment un lien direct avec le monde des esprits, le monde des rêves. Puis le chasseur doit rêver 3 fois au Tawaigan. Puis il doit avoir une relation vraiment spirituelle avec les animaux qu'il chasse, là. C'est vraiment un outil qui est utilisé seulement pour ça, là, qu'on ne peut pas utiliser publiquement ou c'est vraiment sur le territoire pour un outil de survie. Mais ça, vraiment, je le sens quand je joue, là, le Tawaigan. On m'a jugé beaucoup, tu sais, parce que t'es trop jeune, t'es trop ci, t'es trop ça. Mais il y a eu un colloque sur la Côte-Nord sur l'enjeu du Tawaigan l'année passée. J'ai assisté, tu sais, puis l'importance de la transmission, parce que là, il n'y a plus de transmetteurs, les aînés meurent. Fait que là, les aînés ont mis en place, on dit ce qui est important, c'est qu'il y ait une relation avec les animaux. Puis, comme là, moi, j'ai rêvé une fois au Tawaigan. Fait que, tu sais, puis j'ai reçu mon Tawaigan par un fabricant. Fait que selon ce que j'entendais parler, Joséphine, en tout cas, elle parlait dernièrement, là, il y avait eu une polémique avec Unisson, Tambour Unisson. Ils voulaient faire un atelier de tambour ici. Mais là, comme elle a dit, si tu as eu un rêve, tu te l'as fait donner, tu peux jouer, tu sais. Mais le Tawaigan, mais tu sais, à cette heure, aujourd'hui, c'est rendu que tout le monde joue, n'importe qui, n'importe quand. Ça respecte pas les façons Innu, tu sais, au départ, on doit notre survie puis notre présence. Moi, je dois ma survie parce que mes ancêtres ont réussi à survivre à cause du caribou qui a offert sa vie, qui a donné sa vie, à cause de l'outil de survie du Tawaigan qui a contribué à notre survie. Parce que dans le rêve, quand on chante le chant, ben, ça peut venir un songe ou l'endroit où aller chasser, exemple. Fait qu'on se rend là-bas.
Puis là, ben, on trouve l'abondance. Fait que, tu sais, c'est vraiment un outil de survie à la base, puis de grand respect. Tu fais partie de 2 communautés, comme tu disais, Wabanaki et Innu. Les 2, c'est des immenses territoires. Ouais, Peux-tu juste situer les gens sur la grandeur du territoire ouais, puis leur relation au caribou dans l'histoire, s'il oui, te plaît? certain. Je fais partie de 2 peuples autochtones, dans le fond, parce que du côté de ma mère, c'est originellement, Penobscot, Passamaquoddy. Ça fait partie des Wabanaki, qu'appellent les peuples du soleil levant, là, qui incluent plusieurs nations. Euh, il y a 2, en fait, missions qui ont été créées pour les Abenaki au Québec. Il y a Odanak puis Wolinak, dans le fond. Ils les ont appelés Abenaki, mais c'est des Wabanaki. Là-dedans, il y a des Penobscot, il y a des descendants des Mi'kmaq, Wolastoqiyik, des Pequot, Sokoki. Fait qu'il y a différents peuples autochtones qui se sont ramassés dans ces missions-là, tu sais. Mais ils ont passé comme justement leur territoire ancestral, tu sais. Il n'y avait pas de frontières. Ils partaient, exemple, situés géographiquement dans le Maine, tu sais, jusqu'au Connecticut, Rhode Island, jusqu'à Terre-Neuve, là. Puis il allait même jusqu'au fleuve. Fait que par la rivière Saint-Jean, il remontait. C'était la route qu'ont utilisé les Anglais pour aller au commerce puis attaquer là, la ville de Québec d'ailleurs. Euh, le Kennebec, la rivière Kennebec aussi. Fait que c'est tous des couloirs sous lesquels ils voyageaient, mes ancêtres maternels, là. Puis pour eux autres, ça prenait peu de temps remonter la rivière puis aller au fleuve. Puis là, ben, il y avait la grande rencontre. Le fleuve, c'était une place de grande rencontre, Tadoussac. Fait que, tu sais, il y a toujours eu des rencontres, tu sais, avec les Etchemins, les Montagnais, les Inuits. Une alliance, tu sais. D'ailleurs, quand il est débarqué, là, Cartier, à un moment donné, à Pointe-Saint-Mathieu, tu sais, il a rencontré, d'ailleurs, des Inuits qui célébraient une victoire contre les Mohawks. Puis il y avait des Etchemins, justement, puis des Inuits, les Algonquins qui étaient là. Puis il y a eu des écrits sur ça, là, tu sais. Mais ça a toujours été des grandes places de rencontre, puis de mariage, tu sais, puis des alliances. Fait que, tu sais, fait que oui, de ce côté-là, c'est un très grand territoire, puis qui occupait. Il était comme nomade, puis il cultivait aussi le maïs, la courge, le haricot rouge aussi. Du côté de mon père paternel, ben, c'est Atikamekw, Ojibwe, Makanaskina, tu sais, parce que les autres sont arrivés par la rivière Ouiachuan, la rivière Croche, dans le fond, qui prend sa source à la Tuque, puis la rivière Ouiachuan. Puis après ça, ben, ils se sont mariés avec des Autochtones ici sur place. Mais c'est ça, tu sais, fait que, tu sais, c'est mes 2 origines, mais tu sais, parce que Amashté-Oyat, c'est un très grand territoire, tu sais, c'est pas juste la communauté, c'est que c'était des voyageurs partout. C'est les bassins versants. Tous les bassins versants du Piquagami, dans le fond. Puis ça jette dans Pichitawichet. Pichitawichet, c'est l'ancien nom du fleuve Saguenay, du fjord. Fait que tous les bassins versants sortent là. Fait que les grandes rencontres se faisaient là-bas. Puis autant qu'il y avait des Abenaki, des Wendat, des Inuits qui se rassemblaient là, qu'au lac Piquagami, ben là, c'est les Cris, les Atikamekw, les Inuits, parce que c'était comme un territoire partagé parce qu'on est alliés par alliance de mariage. Fait que ce lieu-là, c'est un lieu pour qu'il y ait des rencontres, justement, dans le but d'avoir des échanges puis des mariages. Dans le but d'éviter la consanguinité. Puis c'était des pratiques qui étaient courantes. Fait que c'est pour ça qu'ils voyageaient. Il y avait différentes rencontres, différentes... Fait que c'est pour ça qu'on est moins... c'est différent, mettons, que si on va plus sur la Côte-Nord ou... vu qu'on est très collé sur les Cris et les Atikamekw. Tu sais, quand on va dans la communauté aujourd'hui, ben il y a des souches familiales que c'est vraiment les 3. Tu sais, comme moi, j'ai de la parenté à Obidjouan, la famille Cléré, tu sais, puis direct.
Puis j'ai la parenté de loin aussi à Mistassini, chez les Cris, exemple. T'sais. Autant que ma mère est abénaquise. Fait que, puis dans ma généalogie, si on recule très loin, j'ai même du Wendat aussi. T'sais. Parce que Deneige Neptune, sa grand-mère, c'est une Picard. C'est une Picard. Quand on recule, c'est Ondiarete, Teararondate, Ontario. C'est tous des noms dans la généalogie qui sont Wendat dans les années 1700. Puis c'était une nation qui était alliée aussi aux Inuits, qui partageait le territoire. Fait que ça a toujours été une question de partage de territoire, d'entraide, de respect. Mais oui, c'est un très grand territoire. Très, très grand territoire. Puis si on prend les rivières Ashwapmouchouan, Mistassini, Mistassini, Péribonka qui prend sa source aux Montagnes Blanches, au Mont Otish. On prend les rivières Ouiachuan, Métabetchouan, Chicoutimi. C'est des grands bassins versants. Là. C'est très, très grand territoire. Aujourd'hui, c'est comme folklorique pour nous, les Blancs occidentaux qui habitent dans les villes. Le caribou, mais à cette époque-là, c'était quoi leur circuit? Où est-ce qu'ils se situaient? Ils se situaient jusqu'au Maine, les montagnes du Maine. Là, puis les Penobscot, dans les fleurs, ils ont une espèce de fleur qu'on a aussi chez les Inuits qui appelle la fleur montagnaise. Là. Ils ont ces motifs-là aussi. Puis il y a des études qui ont été faites aussi, là, que le caribou forestier était présent jusque-là. Puis c'est sûr que ces peuples-là étaient reliés là, pour chasser, justement. Ils dépendaient beaucoup. Tout le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'était juste du caribou forestier. Puis dans les territoires de chasse dans les années 80, exemple, dans les lots de trappes familiales, mettons, de la famille Cléry, qui ont donné avec les réserves à Castor dans les années 40-50, ils ont commencé à diviser des terrains, en tout cas. Puis commencé à donner découper des territoires. Ça, c'est ta famille qui va être là, l'autre là. Ben, dans le territoire qu'on avait, qu'on a encore, là, au lac Clair, la rivière Aura, là, au nord de Dolbeau-Mistassini, c'était juste du caribou forestier. Il n'y avait pas d'orignal. Tu sais, mon grand-père chassait, puis mon père me contait ça. Puis moi, j'ai été témoin des derniers. Là. J'ai vu, je pense, 4 pistes de caribou. Ça doit faire 7 ans à peu près. Les derniers, puis ils étaient déjà en péril. Là, puis il y a le lac Caribou dans ce coin-là. Puis maintenant, aujourd'hui, ben, c'est l'orignal, puis du chevreuil là, qui est rendu là. Fait que nous autres, on a comme changé notre mode de chasse maintenant. Moi, je chasse l'orignal. Là. Je chasse plus de j'ai jamais chassé de caribou, dans le fond. Là. Parce que il n'y a plus de caribou forestier. Il y en a vraiment au nord, là. Encore, là, Machiche, du lac Machiche. Puis quand tu montes au nord vers Pipmorgan, tu sais, quand tu prends la route des passes dangereuses, qu'ils appellent, là. Ça suit la Péribonka, puis à un moment donné, tu peux traverser vers Pipmorgan par là. Tu peux ressortir à Forestville. Là. Il y a des sentiers forestiers. Mais c'est dans ces deux secteurs-là, Machiche, puis Pipmorgan, qui a encore des troupeaux importants, mais ils sont vraiment en perte. Là. Ils sont en péril, puis nous autres, on a arrêté de chasser à cause de ça. Puis on a une entente avec les Cris pour aller chasser chez eux, parce que d'autres, ils peuvent encore chasser culturellement. Le troupeau de la rivière aux Feuilles est encore assez nombreux pour pouvoir chasser, permettre, dans un souci de transmission culturelle. Parce que là, c'est notre culture qui est en train de s'éteindre. Ben, en fait, qui s'éteint. Notre langue, notre culture, notre identité. Fait que là, comment transmettre ça s'il n'y a plus de caribou? Fait qu'on a trouvé ce moyen-là à court terme en envoyant des chasseurs chasser chez les Cris. Ils vont aller chasser 4 caribous, 5 caribous, dépendamment. Ils les ramènent dans la communauté, puis là, ben, ils vont aller à l'école, faire des activités culturelles pour apprendre comment arranger la peau de caribou, comment la fumer, comment faire des vêtements, faire des repas communautaires avec la nourriture, la viande de caribou. On fait un emokushan, tu sais, ce qu'on appelle la danse pour honorer l'esprit du caribou, tu sais, un grand festin. Fait que c'est vraiment dans un souci de garder la culture et de pouvoir la transmettre
on est en mode là, survie là, actuellement, puis notre culture est en péril, notre identité est en péril, parce que si le caribou part, ben c'est notre culture, c'est notre histoire qui part. Il a tellement contribué à notre survie, je pourrais même pas parler aujourd'hui, qu'aujourd'hui, il disparaît. Donc, si le caribou disparaît, l'Innu aussi va disparaître. C'est notre mode de vie, c'est notre identité, c'est notre culture. Fait que c'est ça qu'on est en train de voir actuellement. Au rythme où vont les choses, où la terre se réchauffe, où les coupes de déforestation se fait, où les nombreux barrages qui ont affecté le territoire ici, entre autres des bassins versants du Piquagami. On est un des territoires qui a le plus de barrages sur le territoire. Des grands barrages. Rio Tinto ont pris en charge les barrages pas mal un peu partout. Chipcha, lac Kenogami, sur la rivière Péribonka, ça c'est déjà Hydro-Québec aussi, dans ces secteurs-là. Ils ont mis des barrages partout, sur toutes les rivières. Toutes les rivières. La seule rivière qui n'a pas de barrage, ils en ont même remis une sur la Ouiachuan. La seule rivière qu'on n'a pas de barrage, c'est la rivière Mouchouane. Ils voulaient en mettre une, mais on s'est farouchement opposé, là, autant que la population, et nous que la population régionale aussi. Ça n'a pas passé au niveau de l'acceptabilité sociale. Il y a eu beaucoup de contestations. Puis je ne penserais pas que s'ils veulent en faire un, que ça passe encore. Je pense que ça va se lever, là. Mais ça a tellement été affecté par les barrages qu'il y a des caribous qui se sont noyés au nord. Justement, pas loin de Cagnapisco, plus de 10 000 caribous parce que ça avait changé les sentiers, les trails qu'ils prenaient. Ça a tout été inondé. Fait que là, ça les a mêlés. Là, fait que ça a perturbé vraiment les couloirs de migration des caribous. Puis ça l'a affecté aussi nous autres. On est une des seules communautés, Innu, là, que peut-être Shefferville aussi, qu'on avait une interdiction des années 80 jusqu'à mi-90. On ne pouvait pas manger plus que 2 poissons par semaine à cause du taux de mercure dans l'eau au lac Saint-Jean. Le taux de mercure était trop haut à cause de justement des barrages, des grandes étendues qui ont été inondées. Fait que ça a créé comme du mercure, là. Fait qu'il y avait vraiment un avis public, là. Si vous faites une recherche, là, ça passait dans la radio, puis on était sensibilisés à ça, là, mais dans le temps, les aînés n'étaient pas avisés de ça, là. Je veux dire, ils ont consommé ça, puis il y en a beaucoup qui sont morts, là, de façon inexpliquée, possiblement morts intoxiqués, là, Parce que quand ils ont inondé ces barrages-là, ils n'ont pas avisé. Il y a beaucoup d'Inuits qui étaient en territoire et qui n'ont pas été avisés. Je sais qu'entre autres, là, j'ai mon cousin l'oncle à ma mère, dans le fond, parce que mon grand-père, Lionel Paul, Feu Lionel Paul, sa sœur, Feu Lucienne Paul, a marié Feu Clément Siméon, qui était un chasseur Innu. Elle est à Benakis, puis eux autres, il y avait un campement sur la rivière Péribonka. C'est l'oncle à ma mère, dans le fond. Puis son campement, il a été inondé carrément, là. Je pense que c'est fin 90, début 2000, là. Il a été carrément inondé, là, quand ils ont mis le barrage, là. Ils n'ont pas été avisés, puis c'est mon cousin qui est allé le démanteler dans l'eau, là. Fait que s'il y a eu un impact là, direct, j'imagine pas dans le temps, là, les histoires que nos aînés racontaient, puis tout ça, j'imagine que c'était pire, ça, c'est sûr, là. Fait que, des impacts, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup à cause de ces barrages-là. Puis c'est toujours fait sans notre consentement libre et éclairé des familles. Ça a toujours été, un processus décisionnel qu'on veut. Au début, c'était néant. Ils faisaient le barrage, ils s'en calissaient. À un moment donné, il y a eu des politiques de revendication du conseil de bande. Ils ont réussi à avoir une entente pour la ligne 12, là, 200 quelques mille dollars dans les années fin 90. À un moment donné, ils se sont entendus pour le projet Péribonka, un autre barrage, dans les débuts des années 2000. Puis là, c'était l'entente Manitou-Capatagon. Ça leur a donné 50 millions, je ne sais plus, là, aux alentours de ça, sur tant d'années. Fait que c'est là qu'ils ont commencé à négocier des ententes, mais sans qu'il y ait eu de consentement libre et éclairé des familles Innu. Ça s'est fait toujours
intérieurement, décider d'avance, puis selon laquelle, vous nous avez élus, ben, gars, même si on été élus à 22%, ou aujourd'hui, c'est peut-être plus 11%, parce que là, on est rendu 12 000 membres, en l'espace d'1 an et demi. Mais c'est ça, fait que c'est des décisions, parce que de la façon que ça a été fait, le gouvernement a mis en place des gouvernements locaux dans les réserves. Il nous a sédentarisé de force nos arrière-grands-parents. Ils ont envoyé la police monter pour ramasser les enfants, les familles, puis les amener de force dans la réserve. Parce que c'était une nuisance pour l'exploitation de voir des Inuits en nomadisme pour des barrages hydroélectriques, pour des coupes forestières ou pour... c'était nuisible pour eux autres. Fait qu'ils disent, on va les mettre en réserve. Fait qu'ils les ont mis en réserve forcée. Avec la police montée. Après ça, ben, ils les ont envoyés dans des pensionnats. Fait qu'imaginez 10 000 ans là, de liberté de nomadisme. Du jour au lendemain, tu te fais mettre dans une prison, d'un enclos. Ton identité, c'est le mouvement. Là, tu peux plus bouger. Puis ça te prend une permission de la reine pour sortir, par écrit. Il fallait que tu attendes après des rations. Fait que c'était ça, là, les arrière-grands-parents là, qui ont vécu dans la réserve. Là. Fait que ça a créé un gros traumatisme. Grosse coupure là, avec notre identité. Il y a des blessures qu'aujourd'hui on guérit encore, puis qu'on travaille à guérir, puis à se réapproprier notre identité avec ce qui reste. Parce que le territoire a tellement été affecté, tellement été détruit. Quand on regarde le livre de Michel Jean, quand il dit sa parenté, il partait pour aller remonter la rivière, puis ils ont viré de bord à cause du bois de drap. Ben, tu sais, c'était ça, là. Ils ne pouvaient plus monter, là. Et tout était... dans le recensement, il restait à peine une centaine, là. Une centaine d'Inuits, là. C'était la survie. Puis là, ils ont demandé une terre réservée pour pouvoir pratiquer leur culture parce que tout était envahi. Partout, il n'y avait plus rien. Puis là, tout le monde était affecté par les maladies. Ça mourait comme des mouches. Fait que c'est là qu'ils ont créé la terre de Ouiachuan. Puis au début, ils ont appelé la réserve Ouiachuan. Après ça, ben, ils ont appelé ça Pointe Bleue. Puis là, c'est devenu Macheteuiats. Mais c'était vraiment une politique de sédentarisation. Puis c'est la seule communauté qu'il y a une diversité autant, vu que c'est un endroit, comme je disais, de rencontre, plusieurs nations déjà au départ. En 1900, la reine, quand ils ont créé la réserve en 1854, ils ont commencé à mettre en place la réserve. Toutes les nations étaient nommées dans les recensements, mettons, les Abénaquis, les Cris, les Atikamekw, les Inuits. Mais en 1901, la reine a décidé que tout le monde devenait montagnais, dans le fond, puis a envoyé tout le monde dans les pensionnats. Puis c'était tuer l'Indien dans l'enfant. Fait que là, la perte de la langue, tout le monde a perdu leur identité, leur langue. Quand ils sont revenus pour parler à leurs parents, puis les parents n'étaient plus capables de communiquer, ils ne pouvaient plus parler leur langue. Puis eux autres, ils ne croyaient pas parce que les grands-parents avaient confiance aux prêtres. Ils étaient devenus catholiques. Fait que là, c'était devenu tabou. Là, si l'enfant il se confiait qu'il y a eu des sévices, là, c'était des répercussions en double. Là, fait qu'il gardait ça intérieurement. Là, c'était vu comme des symptômes. Puis, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de catholicistes dans les communautés, des croix encore. Puis, c'était pas pour mal faire, mais c'est que c'est la façon que l'Église s'est intégrée, puis avec le gouvernement, c'était vraiment un instrument d'assimilation politique, puis de génocide culturel, dans le but de briser l'Indien, puis carrément le détruire, notre identité, notre lien, puis notre territoire. Là, à t'écouter parler, je réalise que toute la richesse économique du Québec qui a permis la Révolution tranquille, qui a permis tout ce qu'il a pu réaliser, qui rend fiers les Québécois aujourd'hui. Il même parle d'Hydro-Québec aux Québécois. C'est comme, wow, le jalon québécois. Mm-hmm. Quel péri! C'est vraiment... ça s'est fait au détriment de multiples peuples, d'identité, d'un territoire, d'une biodiversité, du vivant littéralement. Alors, carrément. C'est une... Carrément. La fierté peut facilement se transformer en honte, en fait. Oui, puis ça s'est fait vraiment à l'insu, parce que
les Inuits étaient vus comme une nuisance, puis étaient maintenant devenus minoritaires. Puis, tu sais, là, ils les ont mis en réserve. Ça a été vraiment pour faciliter l'exploitation, justement. Puis, on va leur faire devenir des bons Indiens, tu sais, qui deviennent, justement, des bons citoyens économiques. Parce que pour eux, nous autres, le territoire n'avait pas de valeur monétaire. On ne peut pas le vendre, on ne peut pas le posséder. C'est pas une propriété. C'est une relation qu'on a avec le territoire sacré. Puis c'est ça qu'ils ont brisé, dans le fond. Tu sais, le fait qu'ils nous désignent sauvage, là, ben moi, j'aime mieux être désigné sauvage qu'être un citoyen. Parce qu'un sauvage, je suis en relation avec tout ce qui est vivant. Puis pour moi, le sauvage est moins dangereux pour la biodiversité qu'être un citoyen affranchi, colonisé comme ils veulent que je devienne, tu sais, mais j'ai choisi de me réapproprier ma culture, puis c'était été un gros processus pour moi, tu sais. Étant la dernière communauté à avoir fermé son dernier pensionnat, tu sais, au Québec, à Macheteuillat. Fait qu'on a été beaucoup affectés par ça. Mais il y a une grande richesse culturelle à cause justement de la diversité des peuples autochtones qui sont présents. On devrait plutôt être fiers de ça, puis partager, briser ce cercle de division-là, puis de honte. Puis c'est pour ça que je chante, c'est pour ça que mon objectif, étant moi-même moitié Abenaki, moitié Inuit-Atikamekw, c'est vraiment fondamental pour moi de continuer ça, puis de essayer d'inspirer les nouvelles générations à changer ça, puis à adopter cette vision-là, puis cette philosophie-là que nos ancêtres ont toujours eue, avaient. Un respect pour toutes les nations, puis de l'entraide, le partage. Ça fait partie de notre culture, puis de la réalité géographique du lieu ici. C'est la rencontre de multiples nations. C'est ça la réalité. Je peux pas m'empêcher de penser au combat que nous, souvent les Blancs, on mène face à la mort. C'est la dernière objectif. Puis c'est comme si toute notre quête de la puissance, de la richesse, du matériel est une quête de genre comment s'approprier le plus possible sur Terre pour vivre le mieux possible sur Terre, puis repousser la mort le plus possible sur Terre. J'ai l'impression que c'est pas tant dans ta culture ou dans les cultures autochtones. La mort, même pour vous, ça représente quoi? Ça représente vraiment une autre étape de la vie. C'est je pense qu'on est sur Terre pour apprendre, pour vraiment apprendre à aimer, apprendre avec l'expérience qu'on a à vivre, à connecter avec ce qui est vivant. Puis quand on part dans l'autre monde, je pense que c'est un voyage pour aller rejoindre Chichimanitu, les ancêtres. C'est que, tu sais, notre corps nourrit la terre, puis on retourne dans le cycle. On fait un avec tout ce qui est vivant, en fait. C'est que notre corps quitte ce monde, il va nourrir pour faire pousser une plante. Il va se répandre dans tout l'univers, tout ce qui est vivant. Au même type qu'un Tewagan qui résonne comme un battement de cœur. Ça représente la vie. Le rouge, qui est couleur, représente la vie. Fait que c'est vraiment ça. Moi, je pense que notre corps, notre esprit, il retourne auprès du Créateur, puis de tout ce qui est vivant, puis je pense que c'est le début d'un nouveau cycle, d'une nouvelle vie. Parce que physiquement, moi, je pense qu'on est là pour apprendre à vraiment vivre une expérience sur Terre, puis le plus possible de pouvoir apprendre pour apprendre à aimer, puis respecter tout ce qui est vivant, puis je pense que c'est ça notre rôle sur Terre, là. Puis de pouvoir le transmettre, puis partager, puis ouais. Puis tu sais, moi je sais que dans le temps, quand il y avait des décès, ben, il y avait des fêtes qui étaient organisées, mettons, dans la maison. C'était des grands repas, puis c'était une fête, les gens étaient joyeux parce que ils s'en vont rejoindre les ancêtres, le grand esprit, il n'y a plus de souffrance, c'est le début d'une nouvelle vie, là. Fait que c'était pas vu comme une fatalité ou dans le temps, mais c'est beaucoup le catholique qui a changé
cette manière-là Il y avait beaucoup de célébrations dans la culture autochtone. Vous célébrez littéralement la vie, non? Carrément. Tout ce qui est vivant, on célèbre. Là. Les solstices, on célèbre ça. La lune, pour nous autres, c'est la grand-mère. Ça représente grand-mère, la lune, Nogum. Moi, quand je vois la lune, quoi, Nogum, Wichinan, aide-moi. Je vais faire résonner, je vais faire une cérémonie. J'ai fait une cérémonie sur la glace du lac dans le mois d'avril, la pleine lune. Puis, écoute, pour moi, c'est vraiment la vie. Oui. On fait vraiment des moments comme ça. L'arrivée des oiseaux migrateurs, avant d'aller chasser pour le caribou ou l'orignal, lors du solstice d'hiver. Il y a vraiment des moments, célébrer des mariages, des moments importants, la cérémonie des premiers pas, mettons, d'un enfant pour sa vie de chasseur. Il y a vraiment des moments là, qu'on célèbre. Juste la neige, la première neige qui tombe. Encore, les neige encore. La plupart du monde vont dire, là, Mento Papoun. C'est bien, Meltakushnuk, Mento Papoun, bienvenue, esprit de l'hiver. Merci d'être là, de nous donner cette énergie. C'est pas comme, mettons, est-ce que tu te calisses de tabarnak, qu'est-ce que tu te calisses de vierge, tu vois la tempête, là, puis les chars qui sont à Montréal. J'ai une question difficile pour toi. En fait, moi, je la trouve difficile. Peut-être que toi, tu la trouveras pas difficile, mais comment on peut aller vers le type de relation dont tu nous parles depuis le début en ville, en tant que blanc, autochtone, qui est blanc, occidental, qui est entouré de technologie, d'une culture médiatique qui encourage la consommation en général. C'est quoi les premiers pas? Qu'est-ce que tu viendrais à suggérer à des gens qui t'entendent, qui font « Mon Dieu, ça a l'air tellement... j'ai envie d'y aller. Mais par où je commence? Par où je passe? » Venez nous voir. Venez nous visiter. Venez prendre un répit. Dans le temps de la pandémie, les gens ont fui la ville, ont eu peur. On a eu plus de gens qui ont visité les régions au lieu d'aller dans d'autres pays. Ça favorisait ça. Puis aujourd'hui, on a plus de gens qui viennent visiter les secteurs. Fait que moi, les premiers pas que je dis, là, venez à notre rencontre. N'ayez pas peur. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je vais même en ville transmettre la culture puis parler du territoire. Mettons, dans des bibliothèques, des écoles, des événements culturels, tu sais, qui sont organisés. Fait que je fais en même temps, j'en profite pour les inviter. Les gens venez en territoire, venez nous visiter. Vous allez voir qu'est-ce que c'est, vous allez vivre, vous allez comprendre. Vous allez peut-être, éventuellement, si vous le souhaitez, changer votre manière de voir les choses ou de vivre. Ça va être votre étape à vous, mais je pense que les premiers pas, c'est ça, à faire. Il faut aller à la rencontre, être ouvert, puis il faut créer une ouverture, puis à ce moment-là, les gens viennent naturellement, parce qu'ils sont intéressés, parce qu'ils... la plupart que les médias vont donner comme une image des Autochtones, va pas dans les réserves, c'est dangereux, les Mohawks, le drapeau, la crise d'Oka, ben c'est carrément le contraire. Je veux dire, quand je vais là-bas, je fais des cercles, je fais une danse, je partage, je suis tellement généreux, puis ça fait partie de notre culture, que les gens sont tellement comme surpris, qu'ils veulent venir à la rencontre, ils tombent en amour avec ça, parce que des gestes d'humanité comme ça, il y en a plus gros aujourd'hui, des gens qui vont sourire, des gens qui vont s'ouvrir, les gens deviennent de plus en plus fermés dans le béton, concentrés à amasser des richesses, puis à essayer de payer, voir les deux bouts, puis ils n'ont plus de temps, puis c'est la fatigue, puis quand je leur parle du territoire, ben ça les fait rêver, puis ça les fait un endroit pour relaxer enfin, parce que à un moment donné, tu es en ville, mais tu as besoin de relaxer. On est coupé de ça. Tous les êtres humains, à la base, depuis la création, qu'ils soient autochtones, dépendent du vivant, du territoire. Les Celtes, les différents peuples qui étaient en Europe, à la base, on vient tous de là. On dépend tous du vivant.
Fait qu'un jour ou l'autre, on n'a pas le choix de se reconnecter parce que c'est... En tout cas, je ne l'oblige pas aux gens, mais j'essaie de le sensibiliser. Je t'écoutais parler au début sur l'organisation du territoire traditionnel, puis les échanges, puis le partage du territoire. Puis je trouve tellement qu'on a à apprendre de ça, en fait. Là, puis je pense que ça revient à ce que tu viens de dire sur l'ouverture, puis sur l'échange qu'on peut apprendre en fait, un de l'autre, puis c'est des valeurs qui nous permettraient, je pense, d'avoir une meilleure gouvernance du territoire aujourd'hui, là, avec les enjeux modernes que tu as également abordés. Là. Mhm. C'est certain. C'est certain, puis je pense que les jeunes deviennent de plus en plus conscientisés à ça, la décolonisation, puis c'est des choses qui sont inculquées de plus en plus dans les cours par les professeurs qui prennent l'initiative de le faire auprès de leurs élèves. Ils vont leur faire lire le livre Coucoum de Michel Jean, ils vont leur faire lire de la lecture de Natacha Canapé-Fontaine, des auteurs autochtones en littérature. Ils vont faire venir des autochtones dans les classes, comme moi, c'est ça que je fais, beaucoup. Fait que je pense que oui, ça crée des sensibilisations, puis les gens, c'est plus comme l'ancienne génération qui était maintenue dans l'ignorance. Il n'y avait pas d'éducation, fait que ça maintenait des stéréotypes puis des préjugés qui favorisaient le racisme, puis à cause de l'ignorance. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est en train de prendre un autre chemin. Puis on s'en va vers un pas dans la bonne direction. Là. Il y a beaucoup de pas à faire, là, mais il y a de l'amélioration. Il y a beaucoup d'aspects négatifs quand on regarde le systémique, surtout avec la CAQ, qui ne veut pas reconnaître le racisme systémique avec le dossier de Joyce Echaquan. Puis justement, ils ont proposé le principe de Joyce pour justement avoir un service juste et équitable pour les Autochtones dans le milieu de la santé. Ils l'ont refusé parce qu'il y a un mot racisme systémique, alors que leur propre enquête qu'ils ont engagée, l'enquêteuse a reconnu qu'il y avait un racisme systémique, mais ils jouent sur le mot, ils dansent sur ça. Fait que c'est ça, on en est là au Québec, mais il n'y a pas juste des aspects négatifs, mais c'est ça. Le chemin est long. Comme on dit, il est rempli d'embûches. C'est comme remonter une rivière avec d'innombrables portages. C'est descendre une rivière puis contourner les obstacles, les innombrables rochers. Ben c'est ça. Mais il faut le faire ensemble, ce chemin-là. Oui. Moi, je pense que oui, il faut le faire ensemble. Je me demandais comment on garde espoir sur ce chemin-là. C'est difficile des fois, garder espoir. Moi, je te dirais que c'est la musique qui me donne espoir, qui me donne la guérison. C'est l'oiseau qui chante là que j'entends. Là, le huard qui chante, c'est quand j'arrive en forêt, puis je sens un moment de calme, ça me donne l'espoir. C'est ça qui me ranime, qui me dit « Hey! » J'ai dit ouais, vraiment. Là. Puis de voir que la jeunesse est beaucoup plus fière, que maintenant, dans la communauté, ils ont comme mis un power qu'on n'avait pas dans le temps. Puis là, les jeunes portent fièrement les régalias, puis n'ont pas de honte. Je les sens libérés. T'sais. Je vois mon fils, c'est pas pareil comme moi quand j'étais jeune. Fait que moi, ça me rend fier, ça me donne espoir. Ça me dit, hey, malgré toutes les difficultés, les génocides qui continuent encore, les nous trouvent le moyen de rire, puis d'avoir du fun dans le bois. Ça fait partie de notre culture, rire. Puis c'est le peuple rieur qu'on appelle souvent. Là. Ben, c'est souvent ça là, qui nous donne, si on veut, espoir, puis une attitude comme ça, là, si on peut dire. Là. Charles, Stéphanie et moi, on est pas mal la preuve de ce que tu viens de raconter parce qu'on a tellement été touchés et bouleversés par nos rencontres avec les différents Inuits qu'on a rencontrés. Toi, l'accueil qu'on a vécu, c'était des leçons littéralement de vivre, d'être humain. Quand on dit que les Inuits, ça veut dire être humain, Ouais. on a été à la rencontre d'êtres humains, puis ça nous donne tellement plus le goût, je sais pas vous autres, là, d'être encore plus une belle être humain. Là. Exact. Inou, ça veut dire ça. Puis nous, c'est comme ça que se désignent les cris. nous, Inou, nous. Les Mi'kmaq, ça désigne elle-nous.
Fait que, moi, tu sais, quand tu disais que ma grand-mère a fait le voyage, là, pour... puis j'ai réappris un langage, Passamaquoddy. Je comprends la langue quand je la chante. Tu sais, il y a un lien au niveau linguistique, la langue Anishinaabe. On part de l'Est jusque même dans l'Ouest, là, en Alberta, là, que la même langue souche linguistique qui est parlée, là. C'est la plus grande territoire puis population qui est parlée par une même souche linguistique, là. Je pense mondiale, si je ne me trompe pas, là. Fait que c'est tellement riche, tellement fort. Écoute, moi, tu sais, c'est la langue la plus parlée, tu sais, qui est la plus vivante au Canada, là. C'est la langue Cri, Innu, Anishinaabe, Ojibwe. En fait, c'est la même souche linguistique, la même langue. Puis, ça veut tout dire la même chose. Il nous, elle nous, et nous. Je suis persuadé que dans le temps, là, il y a cet appel, le langage du territoire qu'ils appellent, là. Ils se comprenaient tout. Quand ils ont créé les réserves, là, ils ont mis des particularités, là, certaines, les prêtres, là, pour faciliter là, la diviser, là, comme ça on peut dire. Là. Le temps file, mais je t'écouterai pendant des heures. Là. J'ai comme une autre question. Ouais. Là. Quelles seraient les suggestions que tu nous ferais pour être des bons alliés au peuple, au premier peuple qui sont dans la démarche dont tu incarnes très bien, là? Être des bons alliés, ben, je pense que c'est à la base d'être à l'écoute, d'avoir du respect, d'être à l'écoute, d'être ouvert. Puis comme je disais, d'aller à la rencontre, puis de vraiment, je pense, respecter les démarches qui sont en place autochtones, les processus, parce que souvent, ce que j'ai remarqué dans les mouvements écologiques ou d'autres trucs comme ça, c'est que les Autochtones sont comme mis de côté, sont comme plus là pour être, gars, on a consulté des Autochtones, mais il faudrait que ça soit plus comme, mettons, avec les Wet'suwet'en, exemple, ils avaient comme une espèce de liste pour être de bons alliés, ben, ils s'assuraient, c'était le territoire qu'ils occupaient, d'être les porte-paroles, d'être en avant dans les médias, dans les décisions, de ne pas se faire piler par-dessus, que leur autodétermination soit mise en péril. Là, fait que souvent, le problème dans ces mouvements-là, des fois, c'est pas de la mauvaise foi, mais il y a des mouvements qui sont plus politisés, ça on peut dire, puis qui vont plus légitimer, c'est pas la politique québécoise, où les Autochtones sont vus comme des citoyens de seconde classe. Fait que je pense que c'est un travail qu'on a à faire au Québec pour reconnaître beaucoup les premiers peuples comme des peuples qui s'autodéterminent eux-mêmes à part entière. C'est vraiment important. Puis c'est pas dans le but de jeter le monde dehors ou d'envoyer le monde en Europe. C'est que c'est dans un but de reconnaître vraiment les Autochtones à leur juste part, comme ils sont. Parce qu'au Canada, ça fait beaucoup plus son chemin. C'est beaucoup plus avancé qu'au Québec, on traîne la patte. Puis les étudiants, dans le mouvement étudiant, sont beaucoup plus open. C'est beaucoup plus présent. Ils donnent la voix aux Autochtones. Ils font les discours avant les marches écologiques, différents événements. Mais quand la politique est impliquée, ça vient envenimer souvent la situation. Dans le sens qu'il y a des décisions qui sont prises à l'encontre là, du consentement libre et éclairé des Autochtones sur des territoires non cédés. Sur des territoires non cédés. Fait que je pense que c'est plus ça qu'il faut être... faire attention de ne pas piler sur écraser les Autochtones, étant donné qu'on est déjà dans une position d'enfants mineurs dans la loi au Québec. Fait que c'est de s'assurer qu'ils aient leur place, leur juste place, puis de respecter leur autodétermination là, qui est reconnue par l'ONU, par l'article constitutionnel 35, même aussi la Constitution canadienne. Je pense que c'est ça. Là. Si on veut vraiment être de bons alliés, il faut vraiment aller à la rencontre aussi des Autochtones
comme vous faites là, en territoire, aller dans les communautés, c'est une bonne manière, tu sais. Mais pour moi, il n'y aura jamais meilleur endroit que dans le territoire. Comme, mettons, chez Canapé, Jean-Luc, ici, ou... parce que c'est là qu'est notre identité, là, de notre culture. Tout part d'ici, tu sais. Comme là, on voit sous le lac, là, le scintillement de l'eau qui brille, vois-tu? C'est ça, Milouchipi, Shakagan, vois-tu? C'est ça, la belle rivière. Tu sais, quand on dit Ouiachuan, tu vois le courant du scintillement du soleil qui reflète dans le courant, le printemps, quand la rivière a dégèle. Tu sais, c'est comme ça qu'on... Si tu ne vas pas sur le territoire, tu le sauras pas. Merci, Michael. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser, Stéphanie? Juste un grand merci. Chinishkumitin. OK. Tu me stan écoute, Nimstan Mlelten et Wapmetan Kasnuchek Ude Stasinou Nilou Nuchimulnu Miam Negawi Miam Nudawi Miam Muhum Nugam Chimushum Nuts Nemeshkanam Denuchimet il nous a été nous écoutez, Musta Nashkumetnao. Merci beaucoup. Biam genti musumnu nasita mesknu ispetel mata at kwape ispetel mata te mando chinwa mesknu umenuen parce kutar spoatitar liunte asi de bachi tout est nano Dès que toi simnu canita petite nemuta yam gentimo somnot we ah we yo we ah we yo we ah we yo we ah we yo ya we yo we ah we yo we ah we yo parce que spoatita yunti asi de bachi tout est nando dès que toi simnu canita petite nemuta yam gentimo somnot we ah we yo we ah we yo we ah we yo we ah we yo ya we yo we ah we yo we ah we yo parce que t'as spoatita you te assis te pachi tout est nano parce que t'as spoatita you te assis te pachi tout est nano tout est nano way yo tout est nano way yo tout
tenano. Persekutat squadita UTNC Baci tout tenano. Discute-toi si nous gagnita petite muta yan gentimo show notes. We ah we yo, we ah we yo, we ah we yo, we ah we yo, ya we yo, we ah we yo, we ah we yo, timo some notes. Oh là là.